Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Il est 11 heures pile. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez le slide. Encore quelques secondes, le temps que les participants arrivent et on commence. Eh ben, on va commencer alors. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat et je devrais le voir normalement. Alors, on va commencer. J'enlève la caméra et on y va. Donc, nous voici au dernier rendez-vous avant l'été. Aujourd'hui, on parlera de la fabrication additive, mais plus particulièrement, pour ce qui nous concerne, des composantes techniques pour imprimer en 3D selon la technologie de dépôt de fil. Voilà, ça va durer une petite 50 minutes à 1 heure. Les micros sont coupés, hein, comme d'habitude, et puis pour poser des questions à la fin, utilisez le chat. Alors, 3 mots pour commencer sur le marché de l'impression 3D en préambule. Au niveau mondial, hein, la 3D, ça représente aujourd'hui un business de plus de 10 milliards d'euros euh, de chiffres. C'est seulement 0,1% du marché global de la production industrielle. Mais par contre, ça a une croissance annuelle de plus de 15%. Donc ça va très vite. Et la France se classe au 4e marché mondial de la fabrication additive en termes de revenus générés euh, derrière l'Allemagne, les USA et puis la Chine. Pour la France, ça représente près de 500 millions de chiffre d'affaires. Et les matières plastiques et les polymères représentent 87% de ces utilisations-là. Donc l'impression 3D, on appelle ça aussi la fabrication additive dans le monde professionnel, par opposition aux techniques de fabrication classiques par enlèvement de métaux, par enlèvement de matière, pardon. C'est l'usinage en fait, hein, et même, et puis il y a aussi le moulage pour arriver dans les deux cas à la forme finale désirée. Au contraire, le principe de la fabrication additive est de superposer des couches de matière en se déplaçant dans l'espace, largeur, profondeur, hauteur, à partir d'un modèle de pièces en CAO. Alors, il existe en réalité une multitude de, de procédés permettant d'imprimer un objet en 3D, mais avec toujours ce même principe de couches successives qui diffèrent selon la technologie et le type d'imprimante utilisée. Donc ça peut être par le dépôt de matière fondue, ça peut être par la solidification de matière exposée à une source lumineuse, ou encore ça peut être l'agglomération de matière par collage. La différence se fait donc sur la manière dont sont déposées et traitées ces couches, mais aussi le type de matériaux utilisés. Il existe l'impression métal, bien sûr, et on l'évacue de suite parce que nous, on va passer au plastique comme thème du jour. À commencer par le procédé de stéréolithographie, hein, ou le SLA, qui est la première technique d'impression 3D créée dans les années 80 par 3D Systems. Ici, la technique consiste à solidifier une résine liquide photosensible par le biais d'un rayon ultraviolet. Et on peut trouver ensuite des procédés un peu similaires et dérivés comme le polyjet. Ensuite, on peut utiliser les polymères sous forme de poudre aussi, donc c'est le frittage laser, le SLS, une technologie qui a été développée par une société allemande bien connue aussi, c'est EOS, et on a donc un faisceau laser très puissant qui va fusionner une poudre de matière à des points très précis selon le modèle CAO de la pièce et couche par couche. Et puis, enfin, le procédé d'impression par dépôt de fil. On vient déposer couche par couche un filament de matière plastique euh, fondue. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on peut dire que c'est la technologie que l'on retrouve aujourd'hui partout et qui constitue la majorité des imprimantes 3D, personnelles surtout, et de plus en plus professionnelles également.
les systèmes, on retrouve les systèmes dits fermés, ce sont des marques propriétaires déposées par les fabricants d'imprimantes, plutôt réservées aux professionnels, des imprimantes plus chères, protégées pour être utilisées généralement avec leur propre matière, des filaments produits et distribués par le fabricant lui-même, le fabricant de l'imprimante lui-même, directement ou sous licence exclusive. Et puis, il y a les systèmes dits ouverts, sans restriction technologique et libres de choix. On trouve des imprimantes à prix très abordable pour usage domestique à la maison, mais aussi des imprimantes semi-professionnelles, très performantes et qui permettent d'utiliser librement des matières de différents fabricants ou fournisseurs de filaments. Cette technologie du dépôt de fil a été inventée par la société Stratasys en 88 en prenant l'appellation abrégée FDM, Fused Deposition Modeling en anglais, et c'est un procédé de marque déposé, breveté, mais qui est passé dans le domaine public en 2009. Ce qui a permis à une multitude d'industriels de se lancer sur ce créneau de l'imprimante 3D, que l'on a rebaptisé alors le FFF, c'est Fused Filament Fabrication, et c'est un procédé donc qui est libre de choix. Mais ça se tient, c'est vraiment le même principe de dépôt de fil. Et du coup, on a vu arriver des imprimantes de toutes sortes, à tout niveau de prix, pour particuliers, en kit à monter soi-même, jusqu'à des machines plus sophistiquées pour les professionnels. Et dans la foulée, on a vu un boom de producteurs de filaments 3D qui se sont proposés pour répondre à la demande gigantesque qui arrivait sur le marché par la mise à disposition de ces imprimantes accessibles à tous. Et ces nouveaux producteurs ne sont pas forcément des acteurs, des nouveaux acteurs sur le marché, mais plutôt des transformateurs de la plasturgie déjà, qui extrudaient des profilés, des câbles, du fil. Par exemple, pour faire du coupe-fil de débroussailleuse pour le jardinage. Ou alors, on a des marques importantes, fabricantes de cartouches d'encre traditionnelles. C'est une opportunité pour ces entreprises de se reconvertir ou d'aller chercher de nouvelles sources de croissance et de surfer sur la vague. On est donc parti ainsi avec ces premiers plastiques de commodité que sont le PLA, une résine biosourcée, biodégradable, compostable, issue du maïs et de la canne à sucre. Le PET aussi, très commun pour son utilisation pour les bouteilles. Et enfin l'ABS pour, là aussi, rien de plus anormal. C'est un plastique parmi les plus courants dans notre environnement de tous les jours. Il est souple et résistant au choc. Alors pourquoi ces plastiques-là pour faire du filament? Déjà, c'est bon marché, ils sont largement disponibles sur le marché, ils sont faciles à imprimer, plutôt des amorphes, on les trouve, ils sont simples à colorer, on peut les transformer à basse température, donc facilement utilisables sur n'importe quelle imprimante, même domestique. Et enfin, le PLA, par exemple, il y a un intérêt pour son origine biosourcée, qui est un argument majeur pour contribuer aux préoccupations actuelles de développement durable. L'impression 3D, c'est une technologie jeune, innovante, qui se veut justement éco-responsable. Et en final, on imprime quoi avec ces filaments, PLA et PETG ABS? Des produits principalement décoratifs au départ, du mobilier, du design, des gadgets simples, esthétiques, avec de la couleur, rien de très technique au départ. Et puis, au fil du temps, on a vu arriver sur le marché des imprimantes de plus en plus professionnelles, plutôt des systèmes fermés, des machines conçues pour mettre en œuvre des filaments de plus en plus techniques, pour se rapprocher de ce que l'on a l'habitude de travailler en injection thermoplastique. Donc ce sont des PP, des TPU, puis aussi des polycarbonates, des alliages de polycarbonate, les PA, les PIC. Alors, au départ, la fabrication des imprimantes 3D sollicitait une multitude de compétences très variées en termes de connaissances mécaniques pour la structure de la machine, par exemple, mais aussi en électricité, en électronique, en informatique pour la gestion et le pilotage de l'impression, pour tendre en fait aussi vers un mix de la mécatronique, de la robotique aussi. Donc, rien véritablement lié à la chimie des plastiques. Mais depuis les imprimantes, depuis quelques temps, les imprimantes 3D ont tout de même bien évolué pour proposer des conditions de transformation adéquates aux matières plastiques plus techniques, comme d'avoir des plateaux chauffants, des enceintes régulées, des buses radiantes, des températures de fusion plus élevées dans le cylindre, au niveau de la vis,
Mais il reste toutefois des limites pour aller vers les thermoplastiques les plus techniques, les thermoplastiques de spécialité. Et c'est là le rôle des producteurs et des compounders qui devient aussi important, voire fondamental aujourd'hui pour le développement de nouvelles solutions d'impression, tant au niveau donc machine qu'en termes de matière. Alors ici, on reprend notre fameuse pyramide des polymères, bien connue, mais on l'a adaptée plus spécifiquement, plus spécialement pour l'impression 3D. On retrouve, comme on a dit précédemment, les commodités, le PLA, l'ABS, le PETG, puis les grades techniques. On voit apparaître les TPU, les PP, l'ASA, le polystyrène, qu'on aurait normalement plutôt positionné comme commodité dans le milieu de l'injection, mais pour la 3D, c'est pas si évident à imprimer que ça. Et puis viennent s'ajouter alors les plus techniques, les PC, les PA. Et enfin, dans le haut de la pyramide, les résines à haute performance thermique et chimique, comme les sulfonés, les PEI, les PIC. Donc en conclusion, disons que la répartition sur l'échelle des polymères dédiés à l'impression 3D est un peu décalée par rapport à ce que l'on retrouverait en injection. N'oublions pas qu'en 3D, le choix du polymère est aussi directement lié à la machine. Pour transformer un PIC, il nous faut une imprimante capable de monter à 400 degrés, alors que les premières générations d'imprimantes pour le PLA ou l'ABS se limitent à 200, 230 degrés. Et forcément, ce type de matériel n'est pas accessible à tous. On parle d'imprimantes relativement plus complexes et chères. Cette spécialité, cette spécificité des connaissances, de compétences, d'expériences nouvelles et propres à l'impression 3D nous a amené l'ATI à créer l'ATI 3D Lab. Il s'agit en fait d'une équipe de notre R&D spécialement dédiée à la mise au point de nouvelles formulations pour l'impression 3D par dépôt de fil. Alors, nos clients sont bien évidemment les producteurs de filaments, donc on vend du granulé directement à ces gens-là. Mais cela veut dire aussi que l'on peut avoir une implication auprès des fabricants d'imprimantes directement qui ont besoin d'optimiser, de tester de nouvelles solutions. Mais ça peut être aussi des prestataires de services qui ont besoin de répondre à une demande spécifique de leurs clients avec des exigences propres et nouvelles. Pour partir directement avec des grains de matière existantes pour l'injection plastique, à imprimer, c'est pas forcément, on ne peut pas transposer en l'état, en fait, passer de l'injection à l'impression avec des matières communes. Ce serait trop rapide et malheureusement trop évident. Et derrière, si on le fait, on constate des défauts d'impression. Comme ici, on peut avoir une mauvaise adhésion entre les strates de la pièce lors de la dépose. Donc il faut juste se rendre compte en fait qu'il existe une différence, il y a une différence de comportement de la matière selon ces deux procédés de transformation. Entre autres, c'est cette notion nouvelle qui est la superposition de couches en 3D que l'on n'a pas en injection. Alors, juste... D'accord. Pardon. Alors, on va voir justement un exemple concret ici de cette différence, avec un même polymère qui peut avoir un comportement différent, voire même opposé lorsqu'il est injecté ou imprimé en 3D. Imagine, attendez, excusez-moi, je suis, voilà, j'ai un problème avec mon chat. En injection, l'ABS est un polymère avec une très bonne stabilité dimensionnelle, de faible déformation, une résine tout à fait adaptée pour ce type de géométrie avec un comportement typique des polymères amorphes. Au contraire, en impression 3D, avec la même matière ABS, un simple cube se déforme immédiatement sur les premières couches d'impression. C'est ce qu'on appelle communément le phénomène de warping. Les causes sont multiples, ça peut être un défaut de retrait dû à l'ABS, l'adhésion au plateau, le refroidissement, que l'on peut résoudre éventuellement. Donc en final, on constate qu'utiliser la même matière en injection 3D, c'est un raccourci un peu trop rapide, malheureusement. Et on va voir maintenant plus en détail justement quelles sont ces différences. Commençons par le maintien. Le maintien, c'est un paramètre fondamental en injection plastique.
Au moulage, les pièces sont maintenues sous pression avec une orientation du flux matière bien définie, qui peut être anticipée et optimisée par une simulation de rhéologie. Au contraire, en impression 3D, il n'y a pas de cette phase de compactage et de maintien sous pression. Les pièces sortent donc plus poreuses avec un manque de matière, même pour un remplissage à 100%, ce qu'on appelle l'infill. Et on voit ici ces microporosités. Je vais essayer de mettre le pointeur. Ces microporosités entre les couches qui laissent supposer qu'il y a de l'espace et donc un manque de matière. Et de ce fait, on aura des propriétés, ça va se répercuter sur les propriétés de la matière en finale, et on va obtenir un comportement différent, injection, impression. Alors, ce slide, justement, va illustrer plus précisément ce qu'on vient de dire. On sait qu'en impression 3D, on a la possibilité de déterminer la quantité de matière pour imprimer et remplir notre pièce. C'est le remplissage, ou infill en anglais. On peut remplir de 5 à 100% la pièce, même si c'est plus rare à 100%. Eh bien, si on compare la densité d'une pièce moulée par injection et une autre pièce imprimée à 100%, de remplissage, avec évidemment la même matière. On a pris ici un PETG vierge et un PLA quelconque. Non, PLA vierge, pardon, et un PETG qu'on a chargé en carbone, 10% carbone. Et on constate bien ce manque de matière sur la pièce 3D, pas grand-chose, 3-4% de différence entre injecté et imprimé à chaque fois, mais c'est suffisant pour créer des faiblesses dans la pièce. Ici, on a regroupé j'ai mis un aperçu des paramètres de transformation en 3D, que ce soit pour la dépose du feed, mais aussi du process complet avec de l'impression, avec des influences directes sur la qualité des pièces imprimées. Évidemment, il y a la température, comme en injection, on va dire, la matière en fusion, le plateau, l'enceinte. Il y a la vitesse de déplacement de la tête d'impression, ou du plateau, ça dépend de la technologie d'imprimante. Puis il y a des paramètres typiques de la 3D, la hauteur des couches, son dimensionnement. Il y a aussi possibilité en 3D, c'est spécifique, mais la formation d'un maillage, d'un contour en fait autour du maillage, c'est le shell en anglais. Ça permet d'augmenter la rigidité de la pièce. Et puis ce fameux taux de remplissage, l'infill, et son orientation aussi, qui peut jouer sur la densité et la tenue mécanique, comme on l'a vu précédemment. Il faut bien comprendre que le taux de remplissage, ça permet d'utiliser, ça va jouer sur la quantité de matière première qu'on va utiliser. Donc on va utiliser plus ou moins de matière selon le remplissage, et puis on va gagner du coup en temps d'impression, et on va agir sur la solidité de la pièce. Une notion qui n'existe pas avec l'injection aussi, c'est l'utilisation, je le dis tout à l'heure, c'est l'utilisation de ces couches superposées. Et c'est leur adhésion de l'une à l'autre qui va devenir une source de doute, une problématique durant l'impression. C'est vraiment un facteur variable dans l'impression. En particulier, on va le constater sur les propriétés mécaniques de la pièce. Donc la résistance à la rupture et le module d'élasticité, c'est-à-dire la rigidité, tous les deux dépendent fortement de l'orientation des couches. Pour exemple, si on applique ici sur une éprouvette modélisée une sollicitation mécanique dans le sens longitudinal des couches, donc c'est une éprouvette imprimée, on aura la meilleure résistance mécanique. Si au contraire, la charge est perpendiculaire aux strates, comme ici, il y aura là un manque de liaison entre les couches. Donc on devra définir le taux de remplissage et l'orientation de l'impression en fonction de la direction des contraintes externes appliquées sur la pièce. On pourra de cette façon optimiser au mieux sa résistance mécanique en fonctionnement. Et puis, il faut essayer de trouver le meilleur compromis. Le meilleur compromis, c'est peut-être de trouver un maillage à 45 degrés entre les deux.
On a justement voulu comparer ici l'influence de l'orientation du remplissage sur les caractéristiques mécaniques. On part d'une matière un polyamide 12 renforcé fibre de carbone, avec laquelle on a injecté des éprouvettes haltères pour lancer des essais de traction. Et en finale, on obtient les courbes, les fameuses courbes de contrainte déformation. Puis, on a imprimé des pièces, des éprouvettes en 3D selon deux profils d'orientation, 45 degrés et 0 degrés. Donc 0 degré, c'est longitudinalement. Et là, on a une sollicitation de la charge dans le sens de la dépose des couches. Donc ce serait normalement, comme on l'a vu avant, la situation la plus favorable. Pourtant, on constate que l'éprouvette, elle casse beaucoup plus tôt, si, par rapport à l'injection. Et on a un allongement, par contre, beaucoup plus réduit. Maintenant, si on fait la même chose avec une imprimante, cette fois à 45 degrés, donc toujours imprimé, mais imprimé à 45 degrés, on a un résultat encore différent. Pourtant, il s'agit toujours de l'impression 3D. Le point de rupture est certes pas un peu plus bas, pas énorme, entre les courbes vertes et orange. Mais dans ce cas-là, on atteint un allongement en plus bien supérieur. On dépasse l'impression à l'orientation 0 degré et on dépasse même l'allongement de la pièce injectée. Donc une même matière injectée ou imprimée en 3D donne des résultats mécaniquement et même radicalement différents. Et ça vaut évidemment d'une pièce imprimée à une autre, avec seulement en changeant les réglages d'impression. Un mot sur les fiches techniques matières que l'on retrouve maintenant pour l'impression 3D. Elles sont à manipuler avec précaution, comme c'est souvent le cas avec les fiches techniques, quelques restrictions. En vérité, on voit que les données qu'on y retrouve proviennent pour la plupart de l'injection plastique, avec des éprouvettes moulées. Mais il faut dire que c'est quand même encore la solution la plus fiable aujourd'hui pour comparer une matière à une autre. Avec des données techniques issues d'éprouvettes imprimées en 3D, on risquerait d'avoir des valeurs surestimées, erronées, trop dépendantes des conditions de paramètres et d'impression. Alors, sur certaines fiches techniques, nous mettons les paramètres effectifs, les paramètres mécaniques suivant des éprouvettes imprimées à 0 degré, 45 degrés, avec des taux de remplissage, mais donc c'est spécifique, c'est marqué, par contre, c'est indiqué, pardon, mais il faut faire très attention parce qu'à comparer, il faut comparer des choses comparables. Et puis on ajoute aussi des paramètres des paramètres de réglage de l'imprimante, comme la température de fusion, la température de plateau, les vitesses et le remplissage. De la même façon, sur les fiches techniques, on fait souvent référence aux méthodes d'essai, à des normes, mais qui sont là encore des références au monde de l'injection plastique. Il n'y a pas de standard spécifique pour la 3D qui se dégage aujourd'hui clairement. Et ça rejoint ce qu'on avait dit avant, donc il faut faire attention, il peut y avoir des écarts sur les résultats finaux entre pièces injectées et imprimées. Et puis autant dire que de la simulation, on en parlera après, mais la simulation numérique pour le calcul mécanique de structure, de déformation, c'est pas encore envisageable pour le moment en 3D. Autre point important, ce sont les homologations ou les certifications existantes pour des matières. On pense de suite à la carte jaune-UL. Les tests de flammabilité V0, V1, V2 peuvent avoir des résultats très différents selon le mode de transformation. Une pièce injectée testée V0 peut devenir V1, V2, voire HB sur une pièce imprimée. C'est pourquoi aujourd'hui les UL ont sorti une nouvelle certification spécifique pour l'impression 3D qui stipule, enfin qui spécifie exactement le couple matière, filament et imprimante. C'est la carte bleue. Mais ça peut être aussi le cas pour d'autres certifications, aéronautiques, ferroviaires, médicales. Des déclassements au feu, des feux fumés pour le ferroviaire, par exemple.
Et justement, on va le voir encore en exemple, ce qu'on vient de dire, cette différence par rapport aux normes entre injection et 3D, on, on va le faire avec un comparatif entre la HDT et le VICA. On avait déjà vu ces deux propriétés matière hein, dans l'un de nos premiers webinaires l'an dernier. Pour rappel, le HDT, c'est la température de déformation sous charge, hein, suivant une norme ISO 75. C'est une estimation de la température d'utilisation du thermoplastique, sa capacité à fluer en température. Et puis, il y a le VICA, c'est le même principe que la mesure du HDT, hein, suivant une norme. Et le VICA, lui, traduit la capacité de la matière à perdre ses propriétés de forme, à se ramollir, en fait. Et voyons maintenant ce que donnent ces résultats de HDT et de VICA sur des éprouvettes moulées et imprimées en 3D, avec une matière identique, un PETG avec de la fibre de carbone. En commençant par l'injection plastique, on voit aussi les températures VICA et HDT, HDT à différentes charges, et bon, des valeurs voilà, conformes à ce qu'on trouve voilà, sur la fiche technique de produits pour injection. Voilà, c'est tout à fait standard. Par contre, la différence va se faire sur les éprouvettes imprimées, où on constate des résultats très inférieurs et variables, de 15 à 30%. On perd près de un tiers de la HDT à une charge de 0,45 ici, on passe de 109 à 77 degrés. Pardon. Donc c'est ce qui est pas mal tout de même. Et ce fléchissement n'est ni plus ni moins que la conséquence de la porosité de la matière entre les couches, comme on a vu avant. Donc en définitive, on obtient des valeurs sous-estimées de la performance réelle de la matière. C'est là encore la différence majeure entre injection et impression. Alors, on a vu dans les webinaires précédents l'importance de la température pendant la transformation des matières plastiques. On a vu qu'il existe des polymères amorphes et semi-cristallins. Les semi-cristallins avaient justement besoin d'atteindre un niveau de cristallisation de leur structure moléculaire pour être totalement performants. C'est le cas par exemple des résines polyamides, le PP, le PPS, le PIC. Si en revanche, on n'imprime pas correctement ces polymères dans les bonnes conditions de température adéquates, alors on obtient une pièce à l'état amorphe, c'est-à-dire une pièce dans une matière qui n'est pas stabilisée correctement. Et si vous vous rappelez bien, ça se traduit par une baisse des propriétés mécaniques, hein, c'est-à-dire une pièce fragile, moins résistante dans le temps, et aussi si la pièce est amenée à fonctionner en température, à monter en température, elle aura tendance à se déformer en cherchant au contact de la température à se déformer en cherchant en fait, à terminer son cycle de stabilisation de la matière, son cycle de cristallisation en fait. Et la photo ici, c'est une pièce imprimée qui nous permet de voir l'influence de la température sur la cristallisation, justement. Et pour ça, le PIC est particulièrement adapté, car il réagit visuellement, c'est imparable. Et on voit sur la partie basse une différence de température. Sur les premières couches, en fait, au contact du plateau chauffant, le polymère est plus cristallisé. Au contraire, en montant vers le haut, on a une couleur plus claire, transparente même, typique de la phase amorphe. Alors, la photo rend pas super bien les couleurs, hein. Mais c'est le principe. C'est vrai que sur une matière bien cristallisée, le pic est plutôt foncé, opaque, alors que là, vous remontez, vous voyez, vous avez une couleur qui se clarifie et qui devient presque transparente. Ça, c'est typique du pic amorphe. Ça arrive en injection aussi. Alors, comment faire pour transformer des pièces correctement? Dans ce cas, eh bien, s'agissant de l'injection, ça on sait faire. Il suffit de réguler le moule à la température de cristallisation en suivant les préconisations de la fiche technique matière. C'est la température du moule, ça on connaît. Bah, pour l'impression 3D, il existe aujourd'hui sur le marché des imprimantes de plus en plus sophistiquées, en particulier des modèles qui proposent des enceintes fermées et régulées en température, thermo-régulées. De cette façon, les couches de matière superposées sont donc maintenues à la température adéquate pour satisfaire leur phase de cristallisation. Alors, au départ, certains fabricants
enfin certaines imprimantes, on dispose déjà de plateaux chauffants, mais c'est pas suffisant pour transformer les matières les plus techniques et arriver au-delà de 60-80 degrés de façon uniforme, voire bien plus, plus de 140 ou 180 degrés pour les pics, PPS et pics. Si autrement, si l'imprimante 3D n'utilise pas, n'a pas ce type d'option, on peut lancer une opération de recuit après l'impression des pièces, c'est-à-dire passer donc ces pièces dans un four à température pour une durée déterminée, mais ça ne garantit pas une cristallisation bien optimale et ça peut laisser subsister quelques risques de petites déformations résiduelles. Ouais, mais c'est la procédure que l'on fait aussi dans certains cas en injection, après injection, ou même dans le cadre d'usinage de pièces plastiques pour libérer les contraintes. Et pour finir, une remarque pour dire que cette notion de cristallisation de la matière liée au contrôle de la température, c'est quelque chose d'assez récent en fait dans l'impression et sur les imprimantes. Ça a été la préoccupation dernièrement des fabricants d'imprimantes pour étendre le panel des matières exploitables sur leur machine en fait, et en faisant passer des machines pour utiliser des polymères en fait semi-cristallins qui comptent parmi les thermoplastiques les plus techniques qui soient aujourd'hui, et tendre vers ce qu'on utilise dans l'injection. En considérant toutes ces spécificités au fil du temps, propres à la transformation des thermoplastiques pour l'impression 3D par rapport à l'injection, qui constituait notre expérience à nous, l'ATI, nous avons développé des nouvelles formulations qu'on appelle AM, Additive Manufacturing, spécialement pour l'impression, donc en travaillant sur toutes les problématiques liées à cette nouvelle technologie du dépôt de film qu'on a vu là. Donc déjà, il faut bien considérer que on a dû se pencher sur le comportement de ce fil dans son utilisation, de sa fabrication jusqu'à son impression. C'est une notion que l'on ne retrouve pas en injection. Donc au départ, avant même d'imprimer, on doit produire du filament pour alimenter les imprimantes, c'est-à-dire fournir une matière avec des propriétés capables de s'extruder correctement, de se filer, puis de se bobiner. Ça veut dire un filament pas trop rigide, suffisamment souple pour ne pas casser, mais pas trop flexible non plus pour pouvoir être utilisé sur l'imprimante très simple et standard sans autre équipement optionnel. Autre critère, c'est la notion des strates. Le dépôt des couches superposées, ça n'existe pas en injection. Et ce qui va nous intéresser là, plus exactement, sur ces strates, sur ces couches, c'est la qualité de la liaison entre les couches. Il s'agit donc d'analyser le comportement rhéologique de la matière, c'est-à-dire le filament à l'état fondu, et de mettre au point des formulations de compound avec des valeurs de viscosité appropriées pour éviter l'effondrement des couches l'une sur l'autre, pour ne pas refroidir trop rapidement et afin de laisser le temps aux couches d'adhérer l'une sur l'autre. Ce qui définit aussi la bonne adhésion des couches entre elles, au niveau de la chimie du polymère, ce sont les enchevêtrements. Encore une référence ici à notre premier webinaire l'an passé. On avait vu que les polymères sont constitués de longues chaînes moléculaires, répétées, plus ou moins longues, mais elles ne restent pas linéaires à l'infini. Elles vont se former en forme de pelote de laine, c'est la pelote statistique. Et puis on retrouve une multitude de ces pelotes étroitement imbriquées les unes dans les autres, enchevêtrées, de façon tout à fait aléatoire. Et elles sont liées, ces pelotes, l'une à l'autre, par des nœuds qui vont les solidariser un petit peu, leur donner des points de rotation. Ce sont les enchevêtrements. Et ces multitudes de nœuds vont limiter le mouvement de ces pelotes entre elles. C'est typiquement la morphologie des polymères amorphes. Plus le polymère présente un nombre élevé de nœuds, plus ça favorisera en fait la liaison entre les couches. Dans le cas contraire, on aura des strates qui ne se tiennent pas, et donc on va avoir un phénomène de délamination. Par exemple, le polycarbonate est naturellement très visqueux, très bon très bon en choc, et ça vient de là. Cette capacité à pouvoir se rester lié, se déformer tout en restant libre.
Enfin, l'autre acteur absolument incontournable dans l'impression 3D et pour la mise au point des matières, c'est ce qu'on appelle le warping, c'est-à-dire qu'il faut minimiser l'influence des retraits et des déformations liées aux résines thermoplastiques, comme dans l'injection plastique d'ailleurs. Hein. Et ça commence déjà par favoriser, on l'a vu tout à l'heure, mais favoriser l'adhésion de la pièce au plateau de l'imprimante. Il faut donc des matières compatibles avec des produits de fixation proposés sur le marché. Aujourd'hui, c'est plutôt des films adhésifs, de la colle en spray. On retrouve certaines laques à cheveux même, pourquoi pas. Le but est donc de faire tenir la première couche de matière suffisamment collée au plateau pour ne pas se déformer sous l'action du phénomène de retrait de la matière en couche après couche. Mais attention, il ne faut pas être trop collant non plus, faut pas complètement bloquer le retrait sous peine de créer au niveau des couches des tensions internes en fait et qui vont créer en fait des tensions dans la pièce trop excessives et qui vont amener à déformer une couche sur l'autre. Il faut trouver un bon compromis et suivre les recommandations des fournisseurs de filaments et d'accessoires 3D pour trouver le bon produit de fixation. Ensuite, on peut réduire ce fameux warping en développant des formulations de matière qui offrent une bonne stabilité dimensionnelle. On voit ici un exemple d'une matière PA, toujours le même polyamide fibre de carbone, transformé par injection et en impression 3D. Sur la pièce 3D, on constate une bonne stabilité dimensionnelle, une bonne adhésion entre couches, pas de délaminage. Voilà, c'est même mieux on va dire qu'un PA vierge, non renforcé. Alors que dans le cas de l'injection, la fibre de carbone, on a fait une simulation 3D de déformer sur un logiciel pour voir plus l'effet. Il y a un meilleur rendu visuel. Mais on voit qu'en injection, la fibre de carbone a plutôt tendance à déformer la pièce moulée à cause de l'orientation différentielle des fibres. Donc en final, il faut essayer de trouver une formulation la plus appropriée possible pour réduire les deux éléments qui nous gênent fortement au moment de l'impression, surtout dans le cas de pièces de grande dimension. Alors, bon, on a déjà vu le compoundage, ce qu'était le compoundage, hein, donc le fait d'ajouter des charges, des fibres dans une matrice polymère, d'ajouter aussi des additifs, des colorants, des stabilisants, et tout ça dans une extrudeuse pour obtenir en final des matières techniques présentant des propriétés adéquates à ce que le client recherche. On peut aussi ajouter des propriétés complémentaires plus fonctionnelles sur les pièces. C'est ce qu'on va exposer maintenant. Quel type de compound, en fait, pour quel usage, selon les demandes du marché. Tout au moins sur la base de ce que nous proposons chez Lati, nous faisons chez Lati. Donc, une demande actuelle très forte, c'est de fournir des matières, des filaments très résistants au niveau mécanique. Et pour cela, on utilise de la fibre de carbone, de 10 à 15% plus généralement. C'est sur la base de polymères avec un large choix, du PLA jusqu'au PIC. Évidemment, on commence par utiliser son imprimante, hein, c'est vrai, au départ pour des pièces esthétiques, du prototype. Puis on arrive à un moment où on aimerait bien faire de la pièce plus fonctionnelle. Et c'est pour ça que ce type de matière se développe fortement aujourd'hui. Donc on voit pas mal sur le marché de grades fibre de carbone sur base ABS, PETG, polyamide. Chez Lati, on a vraiment deux produits très performants, un polyamide, 15% fibre de verre, et un PETG, 10% fibre de... Non, 15% fibre de carbone, excusez-moi, et 10% sur le PETG. On peut monter à 15% également, qui permet d'atteindre, voilà, on peut vraiment atteindre des rigidités importantes, relativement intéressantes, entre un PETG vierge à 2300 et un PETG carbone à plus de 7000 mégapascales. En plus, il faut savoir que la fibre de carbone, comme on l'a dit précédemment, apporte de la stabilité dimensionnelle à la pièce. Et donc facilite l'impression. Donc ça, c'est pas négligeable. Autre intérêt, ensuite, on a les compounds lubrifiés, c'est-à-dire avoir une bonne tenue à l'usure, au frottement. On a eu la demande assez tôt là-dessus, il y a 4-5 ans, un intérêt pour imprimer des pièces mécaniques de frottement, typiquement des paliers, des engrenages.
là où habituellement on usine des pièces en pomme, par exemple. On est parti sur un polycarbonate téflon, enfin PTFE, pardonnez-moi, du PETG PTFE également, du PETG PTFE, mais on peut aussi utiliser de l'aramide sur de l'ABS ou sur de l'ASA, et voire même combiner les deux. Les compounds inifugés pour un comportement au feu commencent également à avoir de la demande. Le secteur électrique, l'éclairage s'intéresse également à cette technologie d'impression, mais il faut des matières répondant aux normes et aux certifications du secteur. Évidemment, les polymères comme le PIC, le PPS ou les sulfonés sont naturellement V0, mais on trouve déjà des polymères techniques comme du polycarbonate V0 ou du PETG inifugé V0 et sans halogène en plus. Les compounds conducteurs électriques, on voit beaucoup de produits de ce type-là sur le marché, ou dissipation électrostatique avec des charges de nanotubes de carbone, des fibres de carbone, du carbone black, et d'autres additifs aussi intrinsèquement dissipateurs et qui sont colorables en plus. On peut travailler sur une large gamme de matrices polymères, hein, du PLA jusqu'au PIC, et on va avoir des applications antistatiques pour la dissipation de charges en surface. Mais aussi on peut aller jusqu'à de la conductivité électrique véritablement. Alors, pas au niveau de l'acier, mais on est sur des résistivités très faibles, inférieures à 100 ohms. Alors, évidemment, le métal est inférieur à 0, largement inférieur à 0, mais ça permet de transmettre déjà du signal. Par exemple, on peut avoir le cas sur des capteurs sensoriels. Et puis, c'est des grades qu'on peut utiliser dans des applications ATEX pour les normes ATEX en milieu explosif. La demande pour des matières radio-opaques, visibles par rayon X, c'est arrivé également très tôt pour des applications médicales non implantables, hein, bien sûr. Euh, Par exemple, du PLA avec des charges céramiques opaques compatibles au contact alimentaire aussi. Mais c'est aussi possible en polycarbonate. Plus récemment, on a été jusqu'à du blindage en rayon X pour de l'imagerie médicale pour remplacer du plomb sur base d'un PA12 avec du tungstène. On peut aussi ajouter des charges métalliques pour donner des propriétés de détection magnétique à la matière. C'est très utilisé pour le secteur agroalimentaire en remplacement du métal sur les chaînes de conditionnement ou d'emballage. C'était justement le sujet de notre webinaire précédent le 30 juin dernier. Bon, ici, on utilise principalement du PETG chargé, donc ce sont des oxydes métalliques avec qualité alimentaire, en naturel ou en bleu. La bleue, c'est la couleur de référence dans le milieu. Des grades conducteurs ou dissipateurs thermiques, des formulations développées récemment hein, pour lesquelles nous attendons encore le retour de fabricants de filaments que nous avons échantillonnés pour avoir leurs résultats et conclusions. Ce sont des polyamides principalement avec des charges spécifiques de céramique ou de graphite. Le but est de faire des dissipateurs thermiques tels qu'on peut les voir en aluminium extrudé ou injecté sur des circuits imprimés, d'éclairage pour faire du boîtier, avoir cette fonction radiateur en fait que l'on voit mais en plastique. On peut aussi utiliser des charges pour alléger ou augmenter la densité des compounds. On va utiliser des billes de verre creuses ou au contraire des poudres métalliques à forte densité. Mais attention, ce sont des matières il faut des matières suffisamment flexibles pour être extrudées en filament et sans se casser. Enfin, il existe des compounds sur la base de polymères haute performance pour une meilleure résistance à la température et aux produits chimiques, hein, comme le PPS, le PIC. Il est également possible de les trouver renforcés fibres de carbone, ce qui leur donne de la rigidité, mais améliore aussi la qualité d'impression. On l'a dit en réduisant ce souci de déformation. On peut retrouver aussi un autre polymère bien connu dans la 3D, c'est le PEI, l'ULTEM, mais chez Latine, nous ne l'utilisons pas et s'agissant que d'un seul producteur mondial, on préfère ne pas être dépendant et dans ce cas, on propose la famille des sulfonés en alternative possible, les polysulfones, PSU, PES, polyéthersulfonés ou ou le PPSU que j'ai mis. Oui, c'est ça. Il est là, PSU, PPSU.
Alors, bien sûr, pour finir sur les solutions, il existe des compounds sur base de polymères biosourcés ou recyclés comme solution éco-responsable. Hein, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est une tendance actuelle très forte en général, bien entendu, mais je dirais c'est aussi une préoccupation majeure depuis le départ dans le milieu de l'impression. Évidemment, on utilise le PLA, matière pour la 3D par excellence, un biopolymère issu d'amidon, biodégradable, biocompostable, qu'on peut compounder. Puis on commence à trouver sur le marché des sources de PETG recyclés. Nous utilisons chez Lati déjà du PC recyclé issu de déchets post-industriels pour faire des compounds à destination de l'impression 3D pour l'éclairage de dômes, comme ici sur la photo, de dômes d'éclairage. C'est avec différents coloris et V0 également. Voilà, donc j'ai fini avec la présentation et juste encore quelques slides pour voir à quelle évolution on pourrait s'attendre dans le futur proche concernant l'impression 3D des matières thermoplastiques telles que nous les formulons et proposons chez Lati. L'une des limites de l'impression par dépôt de fil, ça c'est important, c'est le filament. C'est le filament lui-même. Pour imprimer une pièce en 3D, il faut passer par des étapes successives de transformation de la matière vierge jusqu'à l'impression, qui réduisent coup sur coup en fait les propriétés mécaniques du compound. En fait, à chaque opération d'extrusion, on réduit la longueur des fibres de renfort en partant de fibres à l'état d'origine. Hein, on est à 3-20 mm. Après compoundage, c'est-à-dire la matière qui servira à produire le filament, on a déjà réduit une première fois la taille et on passe à des fibres de 400 microns. Alors, c'est tout à fait normal, même en injection, c'est le cas. Mais, et c'est très contrôlé en production. Ça, c'est déterminé, ça fait partie de nos connaissances et c'est pris en considération. Par contre, ensuite, il y a l'extrusion du filament. On coupe forcément encore un peu plus les fibres. De combien, on ne sait pas trop, car là, ça dépend un peu du producteur de filaments, de son équipement, de ses réglages, de son expérience. Et là, nous, compounders, nous n'avons plus la main sur ce qui sort comme filament sur la bobine. Et puis, il y a, enfin, il y a l'impression elle-même, c'est pareil, on n'a pas de données précises sur ce qui se passe réellement selon le type d'imprimante. On peut supposer que l'action de la vis au niveau de l'imprimante est moins contraignante avec un cisaillement de la matière plus réduit. Donc ça va pas, donc la pente se réduit fortement. Mais à la fin, on a une perte, quoi qu'il en soit, des propriétés mécaniques qui n'est pas négligeable. Reste à savoir si ça reste acceptable, confortable, à valider par le fabricant du filament et des imprimantes selon les demandes et les attentes du marché. Alors, on a donc affaire à 4 opérations successives de transformation. À chaque fois, c'est aussi une action thermique de plus sur la matière. Et la conséquence immédiate de ces actions thermiques, c'est de dégrader le polymère en réduisant à chaque fois la chaîne, la longueur des chaînes moléculaires et donc de réduire le poids moléculaire de la matière. C'est ce qu'on voit sur la courbe ici. C'est la représentation gaussienne du poids moléculaire. Et là, de la résine vierge. Donc là, on est à l'état d'origine. Après l'extrusion du compound, la courbe se décale vers la gauche. Et en se décalant vers la gauche, ça veut dire qu'on a un poids moléculaire plus faible. Et on voit aussi que la hauteur de la courbe s'est aplatie pour devenir plus large et elle s'est aplatie. Donc ça veut dire qu'on a cassé les chaînes moléculaires du polymère à ce niveau-là. Et puis, après l'extrusion du filament et de l'impression, on en arrive à une courbe décalée plus fortement vers la gauche, donc un poids moléculaire encore plus faible. Voilà donc la dégradation du poids moléculaire. Et la réduction de ce poids moléculaire, ça signifie une matière plus fluide, et donc implicitement une réduction des caractéristiques mécaniques de la matière. On a cassé les chaînes successivement. Donc, en conclusion,
on a vu que le filament, la fabrication du filament nous générait quelques contraintes. Et bah, si on pouvait s'affranchir de cette étape d'extrusion du filament, on gagnerait sur des propriétés du compound et donc des pièces imprimées véritablement. Alors, on peut trouver des solutions qui existent déjà ou en cours de développement pour fabriquer des filaments plus rigides, avec plus de charge, plus de renfort, tout en évitant évidemment de se rompre à l'extrusion ou au filage ou au bobinage. On pourrait de cette manière récupérer de meilleures performances et de propriétés mécaniques supplémentaires sur les pièces directement, sur les pièces imprimées. Donc il existe cette solution de co-extrusion d'un filament avec au cœur un polymère technique. C'est la matière chargée avec des renforts qui doit nous apporter des performances recherchées. Puis on recouvre d'une peau avec une résine vierge, compatible chimiquement avec le polymère au cœur, bien sûr. Une épaisseur de peau qu'on peut estimer entre 0,05 et 0,25 mm. Et qui va donner cette flexibilité en fait à ce nouvel ensemble de filaments. Et puis l'autre solution, je dirais la solution idéale pour moi, c'est d'imprimer les pièces en 3D directement à partir des granulés tels qu'on les utilise en injection ou extrusion. On n'aurait plus besoin du filament en bobine. On a une étape d'extrusion de moins et donc on préserve un peu plus les performances des fibres de renfort et les chaînes moléculaires de polymère. Avec le filament standard, on peut généralement charger ou renforcer à hauteur de 15-20% au maximum. Autrement, le filament devient trop rigide. Mais si on imprime directement des granulés, on pourrait passer à des matières chargées à 50-60%. Pas trop non plus parce qu'il faut garder un peu de résine comme ion. Mais oui, on pourrait aller bien au-delà de ces 20% et restituer des caractéristiques aux pièces imprimées. On voit, il y a déjà des procédés qui existent depuis longtemps sur le marché pour des pièces de grande dimension avec des robots 6 axes équipés d'un bras extrudeur et une alimentation continue de granulés, plutôt des matières au départ qui étaient des matières assez vierges, assez basiques, des matières de commodité. Des matières de grande taille avec des cordons matière de dépôt qui sont assez gros. Mais maintenant, il existe des constructeurs d'imprimantes fermés également qui deviennent de plus en plus équipées et performantes et qui ont réussi à gérer cette dépose de matière fondue sous forme d'un fil à partir de granulés. Bon, attention, cependant à pas faire un raccourci un peu trop rapide. Une matière en granulé utilisée couramment pour l'injection, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle s'imprimera bien en 3D. C'est ce qu'on a dit précédemment, il reste des spécificités matières propres à l'impression. Mais quoi qu'il en soit, ça ouvre un peu plus le panel de choix. Voilà, et puis un mot sur la conception. L'impression 3D permet déjà de réaliser des géométries impossibles à mouler par injection. C'est là un progrès énorme et un atout majeur pour l'impression. Mais là où la simulation numérique nous apporte énormément aujourd'hui pour l'injection, c'est-à-dire les analyses de rhéologie, remplissage, la déformation, le calcul de structure, pour l'impression, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore disponible. Le comportement de la matière au moment de l'impression est pas encore, c'est trop complexe à anticiper pour pouvoir le modéliser correctement. Mais pourquoi pas réussir un jour prochain à modéliser, comme ici, des différentes solutions de remplissage pour orienter le technicien vers une impression la plus optimale possible. Il manque les logiciels adéquats, mais une fois que ce sera disponible, on pourra alors peut-être s'orienter vers des nouvelles méthodes de conception. Entre autres, on entend parler de conception générative. C'est un process basé sur l'intelligence artificielle avec un logiciel qui tourne maintenant. Donc, en anglais, c'est Generative Design, et qui permet de concevoir le design optimal d'un produit de façon autonome. Les ingénieurs spécifient les objectifs, les exigences, par exemple. Donc, ils vont définir la matière, les moyens de fabrication à utiliser. Et à partir de là, le système intelligent va produire un modèle CAO des pièces pour être ensuite fabriqué directement, ou alors fabriquer directement le produit final lui-même. Ça peut être une chaise design, par exemple. Et on peut alors optimiser les géométries de pièces pour mettre de la matière seulement là où on en a besoin.
et donc générer une économie de matière, de poids. On le voit déjà en métal, comme ici avec la biellette, avec un design qui est totalement révolutionnaire, mais tout à fait adapté à la technologie de l'impression 3D, contrairement à l'injection. Voilà, et je voulais juste finir en conclusion pour dire que l'impression 3D n'est pas encore une solution idéale, capable de tout faire, tout comme l'injection, mais pourquoi pas combiner les deux. Et aujourd'hui, il existe des prestataires qui proposent des solutions hybrides d'impression 3D et d'injection. L'objectif est de fabriquer des empreintes de pièces par impression 3D. Alors, c'est pas du dépôt de fil, normalement. Plus généralement, c'est suivant des procédés de résine polymérisée, voire en métal aussi. Les empreintes sont montées ensuite dans des carcasses de moules propriétaires du prestataire pour finalement mouler la pièce par injection plastique traditionnelle avec cependant la bonne matière directement. Et c'est une solution adaptée pour les prototypes, pour les petites séries de pièces, là où seul le compound d'injection est possible pour le moment, parce qu'on n'arrive pas à le transformer par impression 3D. Donc, c'est des raisons très spécifiques, des raisons techniques, de performance ou même d'homologation aussi des matières qui ont besoin d'être UL, feu fumé pour le ferroviaire, pour l'aéronautique, certifié pour le médical. Donc, ça reste encore un concept limité parce que les empreintes sont de dimensions modestes encore. Il y a la régulation du moule à tenir compte. Il y a qu'est-ce qu'il en est pour les matières haute performance avec des températures de transformation relativement plus hautes. Et puis les compounds avec des fibres. Voilà. Mais pour quelques centaines de milliers d'euros, il y a de quoi sortir quelques pièces bonnes. Et ça, c'est vraiment un concept qui est pas mal voilà, sur les petites séries ou les prototypes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous invite à télécharger notre documentation. C'est un petit flyer sur nos compounds pour l'impression 3D. C'est dans la partie documents de votre écran. Vous pouvez aussi télécharger. Donc, c'est un flyer avec, vous voyez ici, voilà, certaines matières les plus courantes que l'on a à notre regard. Bon, c'est pas exhaustif. Et vous pouvez aussi consulter notre matériothèque et télécharger les fiches techniques directement sur le site lati.com. Maintenant, je regarde si vous avez des questions. Je consulte le chat. Chat, hop. Alors, question. Ah oui, alors attendez. Chat, c'est pas là, c'est là. Question. Tac. Bonjour. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, je vois deux petites notes qui sont juste des encouragements. Ah, alors, si j'en ai une, quel diamètre de fil faites-vous? Alors, j'ai peut-être pas été assez clair. Nous sommes fabricants de la matière plastique granulée. Donc, nous vendons le granulé, qui sont des formulations dédiées à l'impression 3D, que nous vendons aux producteurs de filaments, qui, eux, vont extruder le filament. Et suivant les diamètres, qui sont les diamètres du standard, hein, 1,75, 2,85. Mais ça, c'est le producteur de filaments qui déterminera ça. Nous ne faisons que le granulé. Après, le granulé qui peut être utilisé soit par les fabricants de filaments, soit soit pour imprimer directement sur les imprimantes à granulés. Donc vous avez des machines Eper, des machines Pollen, et les robots extrudeurs aussi qui existent. Bon, bah, écoutez, je ne vois pas d'autres je ne vois pas d'autres questions arriver. Sur ce, j'attends encore 2 secondes. Bah, sur ce, bah, dans quelques jours, vous recevrez le lien. Ah, attendez, j'en ai une autre. J'ai une question.
quel type d'additif spécifique peut-on retrouver dans les filaments? Là, après, on peut mettre des additifs qui peuvent être, par exemple, dans le cas du PLA, on peut améliorer la formulation pour stabiliser à l'hydrolyse, à stabilisation thermique. Ça peut être des anti-UV aussi. Alors, il ne faut pas trop en dire non plus, mais les formulations entre injection et impression, enfin, disons que les formulations qui existent pour l'injection plastique utilisent des additifs, que vous savez bien, hein, des additifs déstabilisants, des plastifiants, et qui sont pas forcément, qui donnent pas forcément de bons résultats en termes d'impression. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une matière en impression, qui existe en injection, et ben, on est obligé un petit peu de la reformuler et de l'adapter plus spécifiquement à l'injection. Donc il faut faire attention à ce type d'additif. Voilà, donc a priori c'est tout. C'est bon. Dans quelques jours, vous recevrez le lien pour le replay et les slides de la présentation, comme d'habitude. N'hésitez pas à m'adresser par mail si vous avez des demandes encore, j'y répondrai. Et une prochaine série de webinaires est déjà prévue pour la rentrée, hein. Les liens d'inscription seront disponibles sur notre site internet et sur la page LinkedIn. Vous pouvez également télécharger l'Injada qui est ici et qui est dans votre espace document du webinaire, qui commencera donc le 21 septembre avec les retraits différentiels et des formations. Donc là, on revient à l'injection plastique et qui nous emmènera jusqu'à donc 4 webinaires qui nous emmèneront jusqu'à décembre. Voilà. Et ben je vous, mais quoi qu'il en soit, on enverra un email d'invitation. Je vous souhaite donc un bon été, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.